Et je commence à comprendre. Je n'ai pas tout compris, j'ai encore plein de choses à apprendre. Les conseillers consulaires, quels sont le lien avec les lycées français, avec les écoles françaises, avec le consulat, l'ambassade, la circonscription, à quoi ça sert, le registre des Français de l'étranger, enfin plein de termes, puis des abréviations, des cycles, où on n'y comprend souvent plus grand-chose, on est perdu. Et on s'est dit, ça serait bien d'inviter 3 personnes qui vont nous aider à y voir plus clair. Je vais passer directement la parole à Olivier Pascal, qui va nous présenter justement nos invités. Olivier, je te passe la parole. Merci Célia. Bonsoir tout le monde et bienvenue. Je m'appelle Olivier Pascal et je suis candidat tête de liste sur la liste du coup des citoyens engagés, écologistes et solidaires. Et donc, comme Célia l'a dit, nous avons voulu organiser cet événement vraiment pour vous aider à comprendre le rôle des personnes qui vous représentent. Et pour ça, ce soir, on a la chance d'avoir avec nous 3 intervenants. Donc, tout d'abord, on va avoir Florian Chiron, qui a été délégué des Français de l'étranger, puis conseiller des Français de l'étranger. Ensuite, on va avoir Anne-Henri Werner, qui est conseillère des Français de l'étranger sortante et aussi conseillère à l'AFE. Donc, on vous expliquera aussi ce qu'est l'AFE. Et enfin, on a la chance d'avoir avec nous Hélène Conway-Mouret, qui est sénatrice des Français de l'étranger et qui a été aussi ministre des Français de l'étranger dans le passé. Voilà, donc maintenant, je vais donner la parole à Florian Chiron pour commencer à nous expliquer le rôle des délégués des Français de l'étranger. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et je vais les faire revenir. Et puis, si vous voulez aussi prendre la parole pour poser vos questions directement, n'hésitez pas à utiliser la fonction pour lever la main dans Zoom ou vous pouvez aussi écrire que vous êtes prêt à les poser directement. Voilà, merci et bon webinaire. Merci Salia, merci Olivier. Tu n'avais pas une présentation, Olivier, ou un petit slide. Donc je me présente, je m'appelle Florian Chiron, j'habite Francfort depuis 20 ans et j'interviens ce soir car je suis actuellement conseiller des Français de l'étranger pour la circonscription donc, de Francfort et j'ai été élu il y a 7 ans déjà, donc en 2014, donc sur la liste, je ne me rappelle même plus le nom, Français d'Allemagne, citoyens et solidaires, je crois. Donc à l'époque, j'étais en place 5 sur la liste, donc j'ai été élu délégué consulaire. Donc on dit délégué consulaire et maintenant conseiller des Français de l'étranger. Je vais pouvoir expliquer un peu les deux notions. Le rôle du délégué consulaire, il vous viendra il sera plus facile à comprendre quand on parlera après du Sénat. Il se trouve que les conseillers des Français de l'étranger votent pour le Sénat, pour élire des sénatrices et des sénateurs. On a ce soir Hélène. Et, le nombre de conseillers des Français de l'étranger dépend un petit peu de la taille de la circonscription. On a une grosse circonscription à Francfort qui n'a que 6 conseillers parce qu'on ne va pas mettre 25 personnes dans un conseil. Alors que si on prend une circonscription plus petite, je prends par exemple Prague en République tchèque, qui compte quasiment 30 fois moins d'habitants que la nôtre et elle a 3 conseillers consulaires, 3 conseillers des Français de l'étranger. Donc elle est surreprésentée pour l'élection au Sénat. Donc pour compenser ça, le législateur a décidé de créer le rôle de délégué consulaire. On en a 2 pour notre circonscription et ces délégués n'ont qu'un seul rôle, c'est d'aller voter une fois tous les 3 ans au Sénat. Donc pour élire les sénatrices et les sénateurs. Donc c'est vraiment le seul rôle, on n'a aucune autre fonction. Donc moi au début j'étais élu délégué consulaire, ce qui m'allait très bien parce que je suis aussi élu à la ville de Francfort et c'était pas très chronophage et c'est aussi pour ça que vous verrez qu'on a des listes extrêmement longues au niveau de ces élections. On est 13 personnes sur la liste alors qu'il n'y a que 6 sièges à pourvoir. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'étranger, nous vivons ici et vos élus sont, comme tout citoyen,
ils sont amenés pour des raisons professionnelles à se déplacer éventuellement, donc à quitter la circonscription. Parfois, ça peut être aussi pour d'autres raisons, soit qu'ils en ont marre, soit qu'ils ont des problèmes de santé. Mais de fait, les 2 personnes qui étaient au-dessus de moi sur la liste sont rentrées en France. Et donc, j'ai dû prendre le rôle de conseiller consulaire. Donc, le conseil consulaire, hein, qu'est-ce qu'on fait, nous? Alors, conseil consulaire, c'était l'ancien nom. Donc, si je le dis, c'est la même chose que le Conseil des Français de l'étranger, qui est le nouveau nom. Ce nouveau nom a été validé il y a 2 ans, parce que les gens, ils avaient tendance à croire que, comme on était conseiller consulaire, on était du consulat, ce qui est complètement faux. Nous sommes des citoyens ordinaires qui avons une vie comme tout le monde. Donc, le conseil consulaire est un conseil consultatif, c'est-à-dire que nous ne prenons pas de décision en tant que telle, hein. Nous sommes consultés par le consulat pour faire remonter les problématiques que vivent les Français dans la circonscription. Et inversement, le consulat va nous demander, va nous faire des rapports sur son action, sur ce qu'il fait. Libre à nous ensuite de communiquer aux citoyens les informations que le consulat nous a transmises. On se réunit donc en conseil consulaire 2 fois par an, ça c'est obligatoire. Dans ce conseil, on va parler des différentes activités du consulat. On peut nous-mêmes demander aussi, en tant que conseiller, c'est ce qu'on a fait l'année dernière avec Anne, hein, qui parlera tout à l'heure, des conseils consulaires spécifiques. On en a demandé un sur la sécurité l'année dernière, au moment du début de la crise Covid, pour un petit peu caler les différentes mesures à prendre en termes d'information aux citoyens, et puis s'il y avait des dangers, des menaces pour la sécurité des Françaises et des Français de la circonscription. Donc, c'est des choses qu'on peut faire. À ça s'ajoutent donc les avis que le consulat va nous demander. Et vous le voyez ici, différents conseils consulaires liés par exemple à l'action sociale. Alors, l'action sociale, dans notre circonscription, ça va être ce que vous voyez sur votre écran où il y a écrit staff. Donc, staff, ce sont des AEFE, je vais y venir. Ouais. Staff, c'est l'éducation. Staff, c'est donc une aide, un subventionnement des associations actives dans la circonscription pour des dépenses d'investissement ou de l'organisation d'événements. Donc, le conseil consulaire est amené à statuer dessus, à statuer sur les dossiers et à faire des propositions qui sont ensuite validées en commission nationale. Donc, nous n'avons pas de pouvoir décisionnel. Nous pouvons refuser des dossiers, mais nous ne pouvons pas accepter des dossiers dans le sens où ces dossiers ils sont ensuite envoyés à Paris qui va décider. Chose qui nous occupe beaucoup, c'est l'enseignement, c'est-à-dire donc ça passe à la fois par notre rôle dans les conseils d'établissement des institutions, il y a écrit homologuées par l'AEFE. Donc l'AEFE, c'est, moi-même je ne connais pas les sigles, mais AEFE, c'est l'éducation des Français, l'agence de l'enseignement des Français à l'étranger, je crois que c'est ça le nom. Donc c'est cette agence qui régit tous les écoles et lycées français. On en a 4 sur le territoire de notre circonscription, 2 gros lycées, un à Düsseldorf et un à Francfort, et 2 écoles à Saarbrück et à Bonn. Donc, nous sommes invités dans ces conseils d'établissement pour donner notre avis, mais nous n'avons qu'un rôle consultatif, nous n'avons pas le droit de vote. Et concernant l'enseignement, nous intervenons, c'est notre rôle principal, sur les bourses scolaires. Vous n'êtes pas sans ignorer que l'enseignement scolaire français à l'étranger n'est pas gratuit, hein. Les frais d'inscription sont quand même relativement élevés, de l'ordre par exemple de 4 000 € pour une année, et certaines familles ne peuvent pas financer ces frais-là, et donc font une demande de bourse scolaire. Et donc nous recevons leur dossier, nous les étudions, et nous décidons en commission de bourse de donner une bourse qui peut être de l'intégralité des frais de scolarité jusqu'à une quote-part qui peut descendre jusqu'à 10%. Ceci, évidemment, en fonction de la situation. Il y a des critères extrêmement précis qui sont donnés. Mais nous arrive quand même régulièrement de favoriser certains dossiers que nous connaissons et puis aussi d'aider certaines personnes à les remplir. Après, voilà, il y a les conseils sur l'emploi, la formation, l'entrepreneuriat, bon, c'est des choses qu'il y a un peu moins quand même dans la circonscription parce que, et puis la sécurité, c'est pas des choses qui sont... On en a fait un conseil sécurité sur le Covid,
Vous imaginez que dans des circonscriptions en Afrique, en Asie, etc., ces conseils de sécurité ont une grosse importance, car c'est la préoccupation souvent numéro 1 des Français sur place. Ça ne l'est pas ici. Heureusement, on vit dans un État qui est un État de droit où la sécurité est garantie pour nos autres citoyens. Donc voilà un petit peu le rôle du conseil, et ça se limite à ça finalement. Un conseiller consulaire, s'il n'a pas envie de s'investir, il peut aller aux 2 réunions par an et c'est tout. Il n'est pas obligé d'informer la population, il n'est pas obligé d'écrire comme nous on le fait avec Anne des lettres d'information, il n'est pas obligé d'être présent sur les réseaux sociaux, il n'est pas obligé de faire d'aider les gens à remplir leur dossier de bourse. Il peut rester chez lui tranquillement. Donc chacun fait ce qu'il souhaite de son mandat et donc ce qui peut effectivement prendre entre 2 heures par mois ou 10 heures par semaine selon la manière dont on l'exerce. Un dernier point, nous ne sommes pas rémunérés pour ce mandat. Nous touchons une indemnité compensatrice de nos frais qui est de 280 € par mois. Indemnité qui inclut tous les déplacements qu'on est amené à faire. Donc, si moi, pour une raison, si on doit aller au conseil d'établissement du lycée de Düsseldorf, on paye son train sur cette indemnité. On n'est pas payé plus. Donc, on ne peut pas s'enrichir personnellement avec ce mandat. Mais c'est normal, c'est un mandat consultatif de représentation. Donc voilà un petit peu comment ça se passe et moi comment aussi je l'ai vécu. Pour ceux qui me connaissent à Francfort, j'ai par exemple pris l'initiative, mais c'est vraiment une initiative personnelle d'informer fortement la population sur tout ce qui se passe au niveau du Covid et des mesures prises par la région, rentrée en France, etc. Parce que c'est des interrogations qui reviennent souvent. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Je l'ai fait de manière évidemment facultative. Donc voilà pour ma part. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques à l'AEFE? Philippe, que je salue, qui est conseiller des Français de l'étranger à Berlin, dit que le nom a été changé sans concertation, ce qui d'ailleurs n'est pas une nouveauté. On apprend souvent les choses après coup quand elles ont été changées. Donc voilà pour moi. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Florian, peut-être que tu pourrais expliquer le nombre de conseillers et de délégués des Français de l'étranger qui est actuellement et qui devront être élus le 30 mai. Oui, effectivement. Il y a par l'Allemande, c'est en plus écrit, donc j'ai vraiment une super anti-sèche. Il y a 442 conseillers des Français de l'étranger, j'avais à peu près ce chiffre en tête, donc 2 par le monde, qui sont élus dans différentes circonscriptions. Donc, par exemple, l'Allemagne a 17 conseillères et conseillers sur 3 circonscriptions, Francfort, Munich et Berlin. Si vous allez, tout à l'heure, je parlais de la République tchèque, à une circonscription. Et puis, il y a des petits pays qui sont regroupés en plusieurs circonscriptions. Par exemple, l'Autriche est reliée avec la Slovaquie et la Slovénie. Eux, ils ont, par exemple, 4 personnes. Et donc, il y a 68 délégués consulaires qui vont seulement voter pour le Sénat. On parlera tout à l'heure du corps électoral du Sénat, enfin je peux l'ajouter. Vote pour le Sénat, les conseillers des Français de l'étranger, les délégués des consulaires, les sénateurs et les sénatrices actuelles et les députés dont on parlera tout à l'heure. Donc il y a 12 sénateurs qui représentent les Français hors de France et 11 députés avec donc 11 circonscriptions électorales où on a voté en 2017 pour cette élection. Donc, on est élu pour 5 ans. Normalement, le mandat dure 6 ans. Et le mandat précédent a duré 7 ans. Les élections auraient dû avoir lieu l'an dernier, mais pour des raisons d'organisation, des raisons sanitaires, de crise sanitaire, elles ont été reportées d'1 an. On peut s'estimer déjà heureux qu'on va arriver à les organiser cette fois-ci, avec l'aide du vote Internet, en espérant qu'il fonctionne. Comment devient-on conseiller? On se fait élire, Anne-Laure, c'est pour ça qu'il y a des élections fin mai. Donc, il y a différentes listes qui concourent au suffrage. Dans notre circonscription ici, il y a 4 listes. Et donc, ces listes sont plutôt des listes avec des orientations politiques. Donc, nous, on ne se cache pas avec notre nom.
on a tout le soutien des partis écologistes et de gauche. Et donc, on fait une liste paritaire, hein, donc homme-femme ou femme-homme, femme-homme, on concourt au suffrage. Et il y a 6 élus pour notre circonscription. Et donc, c'est une répartition à la proportionnelle ensuite. Hein. Donc, la dernière fois, par exemple, on avait fait 40% des voix avec notre liste. On avait eu 3 sièges. Il y avait une liste qui avait fait 30%, qui en avait eu 2, et une autre qui avait fait 16% et qui avait eu 1 siège. Donc, voilà comment on devient conseillers. Et les délégués consulaires, les délégués consulaires sont les personnes suivantes sur la liste. Donc à l'époque, on avait eu 2 délégués, donc la personne numéro 4 sur la liste avait été déléguée, et moi-même, en tant que 5, j'ai été élu délégué. Donc voilà comment ça marche. Donc évidemment, c'est dans la constitution des listes que ça se passe. Hein. Olivier, qui est tête de liste, et Salia, qui est numéro 2, ne sont pas sortis du chapeau. C'est des gens avec qui Anne et moi, qui sommes sortants et qui ne voulions pas être à nouveau candidats, discutons depuis plusieurs années. Hein. Très bien, merci, merci Florian. Donc Anne, est-ce que tu peux nous expliquer maintenant le rôle de conseiller des Français de l'étranger, conseillère des Français de l'étranger pour le coup, et de l'AFE aussi plus en détail? Oui, bonsoir à tous et merci d'être là. Donc oui, moi je vais me présenter un petit peu aussi. Je m'appelle Anne-Henri Werner, je vis en Allemagne depuis 35 ans. Et donc, j'exerce ce mandat de conseillère des Français de l'étranger. Enfin, à l'époque, donc j'ai été élue, j'étais 2e sur la liste à l'époque en 2014, donc j'ai tout de suite été élue conseillère consulaire. Et donc, je l'exerce depuis 7 ans. J'avais l'avantage par rapport à d'autres qui ont dû un petit peu se familiariser à tout le dispositif, que j'étais déjà depuis plusieurs années présidente d'une association qui s'appelle Français du Monde ADFE et qui est une association de représentation des Français de l'étranger et qui travaille donc déjà également aussi avec toute la représentation. Donc j'étais déjà dans le bain avant, ce qui facilite les choses. Parce que comme l'a dit Salia tout à l'heure, tous ces sigles et ces acronymes sont un peu difficiles à comprendre parce qu'évidemment, ils se terminent tous par FE. Ils se terminent tous par Français de l'étranger. Donc, on met un certain temps pour comprendre un petit peu ce que c'est et la place de chacun. Sur le rôle du conseiller consulaire, du conseiller des Français de l'étranger, donc au niveau de la circonscription, Florian a très bien expliqué, mais on pourra répondre à des questions de détail après. Moi, ce que je vais vous présenter un petit peu plus, c'est un autre niveau, parce qu'en fait, cette représentation, elle a plusieurs niveaux. C'est-à-dire que donc, le 30 mai, nous allons tous élire les conseillers des Français de l'étranger, 442 dans le monde entier. Et ensuite, ces conseillers, en l'espace d'un mois, vont constituer de nouvelles listes pour élire les conseillers à l'AFE. Alors, pas confondre avec l'AEFE dont on a parlé tout à l'heure dans le chat, mais l'AFE, c'est l'Assemblée des Français de l'étranger. Vous le voyez sur le petit visuel que Olivier a posté. L'Assemblée des Français de l'étranger, c'est 90 conseillers des Français de l'étranger qui sont élus donc, par leurs pairs pour les représenter dans cette assemblée. Donc 90 sur 442. Hein. C'est une assemblée qui se réunit 2 fois par an, normalement à Paris. La dernière session a malheureusement eu lieu en ligne, ce qui n'est pas du tout efficace. On se réunit donc pendant toute une semaine, enfin 2 fois par an, donc 2 semaines au total à Paris, pour travailler. Là, on ne travaille plus à l'échelon du consulat, comme on le fait dans un conseil consulaire, mais on travaille à l'échelon de la planète, du monde entier. Ce qui donne une autre dimension au sujet. Et on travaille en fait sur tous les sujets qui peuvent intéresser les Français de l'étranger. Alors, dans ce travail, il y a 2 types de sessions, finalement. Enfin, disons, dans la même session, il y a 2 types de rencontres. Soit tous les conseillers travaillent ensemble dans le cadre de sessions plénières, de séances plénières,
où on est en phase, on reçoit des interlocuteurs de l'administration consulaire, donc là de la haute administration centrale à Paris, ou des interlocuteurs du gouvernement, et où donc on dialogue avec eux, on fait la même chose que ce qu'on fait ici à Francfort avec le consulat, sauf que là on le fait au niveau centralisé. Et nous travaillons surtout aussi en commission. L'AFE a 6 commissions, et donc au début du mandat, les conseillers choisissent une commission et travaillent donc au sein de cette commission. Alors, ces commissions, c'est par exemple commission enseignement, affaires culturelles, commission sécurité, commission affaires sociales, commission budget, finances, fiscalité, commission des lois. Et la commission à laquelle j'ai fait partie, dont j'ai fait partie pendant maintenant 7 ans, c'est une commission qui s'appelle Commerce extérieur, développement durable, emploi et formation professionnelle. Donc, ça vous donne une idée un petit peu de tous les sujets que l'on traite à l'AFE. Donc, dans le cadre de ces commissions, nous faisons les programmes en intersession, nous continuons à travailler même en dehors des sessions. Et nous invitons donc des intervenants, nous choisissons des sujets, nous invitons des intervenants que nous auditionnons. Et à la fin de la semaine, cela donne lieu à un rapport. Chaque commission fait un rapport de ses interventions et fait des propositions qui vont remonter, enfin, fait des propositions d'abord à l'Assemblée aux plénières qui doivent les adopter, on appelle ça des résolutions. Et donc, ce sont des suggestions en général d'amélioration que nous proposons au gouvernement ou à l'administration, ou alors des questions. Et donc, il y a un jeu comme ça de dialogue entre l'administration et les conseillers. Après, les conseillers maintiennent évidemment un lien également avec les conseillers des Français de l'étranger qui ne sont pas élus à l'AFE, même si là, je dois dire que là, bon, ce dispositif a été mis en place en 2014, donc nous avons un peu essuyé les plâtres sur ce mandat. De mon point de vue, là, au bout de 7 ans, je me dis que c'est ça qu'il faudrait un peu améliorer, la communication entre les conseillers qui ne sont pas à l'AFE et ceux qui y sont, pour pas qu'il y ait de déperdition d'informations et que tout le monde puisse en profiter et travailler de manière plus efficace. Là, il y a encore un petit peu de marge d'amélioration, mais a priori, donc, on est censé être en contact également avec les conseillers qui ne sont pas à l'AFE pour les informer sur nos travaux. Ceci dit, ces travaux sont publics, vous pouvez tous y avoir accès sur le site de l'Assemblée des Français de l'étranger, tout est publié, les rapports des commissions, les verbatims des sessions, les questions qui sont posées par les conseillers. Il y a une mine d'informations sur le site de l'Assemblée des Français de l'étranger. Donc, voilà, je pense qu'après, on pourra peut-être après passer sur des questions de détail par rapport à nos interventions. Moi, je pense que maintenant, pour moi, voilà, je peux m'arrêter là et puis peut-être passer la parole à… Il y a une question, il y a une question. Une question précise? Oui. Olivier, comment on fait? On peut peut-être la poser à la fin. Je pense que c'est bien de laisser Hélène intervenir et puis on reviendra dessus, Florian. Oui. Bien, donc vous me passez la parole? Oui, bien, bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier Olivier pour son invitation. C'est un plaisir pour moi de vous rejoindre dans cette réunion et vous féliciter aussi de prendre cette initiative parce que nous sommes dans un monde finalement où nous sommes débordés d'informations, assaillis de toutes sortes, en tout cas par le biais de nos tablettes, nos téléphones et ainsi de suite. Et en fait, on se rend compte qu'on peut être assez ignorant sur l'essentiel, c'est-à-dire à savoir comment finalement nous sommes représentés, le rôle des élus, comment ils le sont et à quoi ils servent, on le sait un peu. Mais donc ce soir, vous nous donnez l'occasion finalement de parler de ces différents niveaux de représentation et ce qu'ils représentent. Alors moi, j'ai eu la chance d'être élue jusqu'en 2011 conseillère. J'étais élue sur une très grande circonscription qui était le Royaume-Uni, l'Irlande et les îles anglo-normandes. Étant toutes des îles, communication entre elles se fait soit par bateau, soit par avion. C'était un petit peu compliqué. Et donc, là aussi, j'ai essuyé les plâtres, quelque part, d'être une élue qui voulait être une élue de proximité et qui l'était, puisque j'étais résidente à Dublin
auprès des Français d'Irlande, mais beaucoup moins, je dois l'avouer, pour les Français de Grande-Bretagne. Donc, j'y allais chaque année, mais je ne partageais pas ni leur quotidien, ni finalement leurs besoins. Je ne les connaissais pas suffisamment. On changeait de pays, pas forcément de langue, même si l'accent était un peu différent, mais quand même. Et donc, j'ai été élue en 2011 au Sénat en tant que parlementaire, et quelques mois plus tard, j'ai été appelée au gouvernement. Ce qui m'a permis, d'abord parce qu'on m'a demandé, et ce n'est pas souvent le cas, mais j'ai eu cette grande chance, des attributions que je souhaitais avoir, et donc j'ai demandé à m'occuper du réseau diplomatique pour avoir été usagère de celui-ci pendant longtemps, et aussi élue, ayant pu finalement observer un certain nombre de manquements et de problèmes, d'être aussi responsable pour l'enseignement français à l'étranger, donc qui regroupe en effet l'agence, mais également la mission laïque française. Et puis, j'ai demandé une troisième attribution qui était les questions de sécurité. Bon, étant dans un pays où le nord de l'île était en guerre civile, j'étais un peu, je veux dire, sensibilisée sur le sujet, mais également, en tant que conseillère, j'avais été amenée à être mobilisée pendant des jours et des nuits quand le volcan islandais avait répandu suffisamment de cendres dans l'air pour que tous les avions soient cloués au sol, et que nos Français soient de fait interdits de rentrer chez eux, ce qui crée toutes sortes de drames pour certains qui devaient rentrer. Voilà. Et donc, avoir à gérer finalement une crise climatique. Donc, crise politique, eh bien, il y en avait partout dans le monde, et donc je me suis dit que je pouvais être utile, notamment sur certains continents, crise climatique, crise sanitaire aussi. Aujourd'hui, à gérer, je crois que les élus ont été en première ligne, notamment avec des consulats aujourd'hui qui, pour beaucoup, sont fermés et qui sont en souffrance de par les coupes budgétaires qu'on leur a imposées depuis quelques années. Bien, donc voilà, donc pendant ces 2 ans, à la tête d'un ministère délégué, je n'étais pas secrétaire d'État, j'étais ministre délégué, donc auprès du ministre d'État qui était Laurent Fabius, avec un cabinet que j'avais nommé moi-même aussi, donc là aussi j'ai eu beaucoup de chance, et j'ai souhaité porter cette réforme parce que je me disais que nous avions besoin finalement d'élus locaux, ce que je n'avais jamais été, parce que j'étais une élue finalement qui était un peu hors sol, qui devait survoler de vastes territoires et quelques maires, et que finalement c'était l'élément manquant, notamment parce qu'en 2012, des députés ont été élus. Et donc, nous avions des sénateurs qui, eux, sont élus depuis le milieu des années 40. Enfin, d'abord, ils étaient nommés. Ensuite, par des grands électeurs qui étaient eux-mêmes choisis par les ambassadeurs et les présidents de chambres de commerce. Et puis la loi de 1981 a démocratisé, il faut quand même que ça soit, je vais faire un peu de politique, des gouvernements de gauche pour démocratiser la représentation politique et pouvoir faire en sorte qu'il y ait quand même une alternance régulière au gré de ce que souhaitent les gens, les Françaises et les Français. Et donc à 81, Claude Chesson a décidé de faire élire au suffrage universel direct les grands électeurs. Et voilà, donc il y avait un nombre de sénateurs limité, ceux-là ont augmenté avec le temps. Mais les sénateurs ont la planète comme circonscription, si bien que, en fait, nous traitons des sujets de façon transversale. Et donc, nous saisissons de la crise du Covid et son impact à la fois sur l'enseignement, sur la mobilité, et ainsi de suite. Ne sommes pas attachés à une circonscription particulière. Nous avons l'ensemble de la planète, et alors, c'est à la fois un avantage et un inconvénient, mais en tout cas, voilà. Et donc, en 2012, Nicolas Sarkozy avait voulu, c'était une promesse de campagne qu'il a tenue, que les Français de l'étranger soient représentés également à l'Assemblée nationale, ce qui n'avait jamais été le cas. Et il l'était quelque part par des gens comme moi qui siégeons auparavant, à la fois localement, mais sur de grandes circonscriptions, et allions à Paris 2 fois par an. Je crois que Philippe Loiseau faisait partie de cela, Philippe que je salue, qui est un excellent conseiller et qui a
une expertise aujourd'hui extraordinaire en matière d'enseignement. Et je me suis dit que l'élément manquant après l'élection des députés, eh bien, étaient des élus locaux, des élus de proximité qui partagent le quotidien de la communauté qu'ils représentent, qui ont des compétences qui finalement couvrent l'ensemble de ces besoins. Alors oui, c'est un rôle consultatif, puisque au contraire des conseillers municipaux, les conseillers des Français de l'étranger ne votent pas le budget, puisque le budget est voté par le Parlement et que le Parlement ensuite, donc l'enveloppe budgétaire qui est allouée au ministère des Affaires étrangères, qui est le ministère de tutelle, est ensuite divisée en différents programmes où il y a un budget pour l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, il y a un budget pour les bourses, il y a un budget pour l'aide sociale, il y a un budget, voilà. Et donc, ces budgets ensuite sont répartis par l'administration suivant les besoins des postes. Et donc, si les conseillers devaient avoir un pouvoir non plus consultatif, mais délibératif, il faudrait pouvoir lever l'impôt localement et faire en sorte qu'il y ait en effet un budget dont les conseillers puissent se saisir et qu'ils puissent ensuite répartir. Mais même si le rôle est consultatif, les conseillers ont un rôle essentiel dans 2 réunions où l'argent public est dépensé, et c'est l'enveloppe des bourses qui est assez conséquente quand même, et l'ensemble des aides sociales avec, en effet, depuis la suppression de la réserve parlementaire, la possibilité aussi d'allouer des subventions à des associations. Voilà. Donc, cette réforme, en fait, a été complexifiée par certains et certaines. Bon, c'était des opposants politiques, c'était de bon ton, mais finalement, ils ont créé suffisamment de confusion pour que celle-ci ait perduré assez longtemps. La réforme n'a créé qu'un seul niveau de conseillers. Ce sont conseillers consulaires parce que c'était des conseillers municipaux et comme on n'avait pas de mairie, mais un consulat qui représente de fait l'administration, nous étions peut-être un peu trop limités dans notre imagination et nous avons utilisé le terme de conseiller consulaire. Moi, je suis assez d'accord avec conseiller des Français de l'étranger. D'ailleurs, je l'avais suggéré, c'était un de mes amendements. Bon, il n'avait pas été repris à l'époque par la majorité au Sénat, parce que je voulais que les conseillers des Français de l'étranger soient comme les sénateurs des Français de l'étranger, les députés des Français de l'étranger. Voilà. Il y a 3 niveaux de représentation. Un local, élu pour un mandat de 6 ans, bon là il est raccourci à cause de la prorogation du mandat précédent pour cause de Covid et de non-organisation des élections, pour un mandat de 6 ans, avec une fonction politique qui s'exerce 2 fois par an, puisque quelqu'un posait la question des partis, enfin 2 fois sur le mandat, puisque le Sénat est renouvelé par moitié tous les 3 ans, par l'élection des sénateurs. Voilà. Mais le reste du temps, l'élu local, comme le sénateur, comme le député, est un élu de la République au suffrage universel direct, qui s'occupe de toutes les questions et qui ne demande pas la couleur politique de ceux qui posent des questions et qui ont besoin d'aide et qui ont besoin d'être accompagnés. Voilà. Alors, nous avons poussé la démocratie jusqu'au bout. D'ailleurs, nous en avons été félicités par le Conseil d'État, puisque en France, quand le nombre d'inscrits est supérieur au nombre d'élus, eh bien, pour que cette circonscription ne soit soit à égalité avec les autres, eh bien, les élus en France nomment des délégués. Ils sont nommés par eux-mêmes, donc forcément de leur même couleur politique. Sauf que ça peut être n'importe qui. Et là, nous avons pensé que, puisque c'est un scrutin de liste, qu'au lieu d'avoir des conseillers qui nomment les délégués au moment des élections sénatoriales, eh bien que ceux-ci se seraient engagés politiquement, auraient fait campagne et se trouveraient sur la liste, finalement. Alors, ça ne vaut pas, et Florian l'a très bien expliqué tout à l'heure, pour toutes les circonscriptions. Cela ne vaut que pour les circonscriptions où, en effet, nous aurions un nombre pléthorique de conseillers s'il n'était pas plafonné. Et donc, il est plafonné pour avoir un conseil consulaire quand même qui puisse fonctionner. Mais pour que cette circonscription ne soit pas désavantagée vis-à-vis des autres, eh bien, il y a des délégués qui sont
des candidats et des candidates qui se trouvent sur la liste. L'avantage de ces délégués, c'est que quand un conseiller démissionne ou quitte son poste, parce que c'est le seul élu, eh bien, on évite une partielle. Parce qu'à chaque fois qu'un conseiller démissionnerait, il faudrait organiser une élection. Or, nous avons donc des délégués qui sont les suivants de liste qui montent automatiquement, enfin, s'ils souhaitent être élus, parce que s'ils ne le veulent pas, ben, c'est le suivant qui… voilà. Donc, il n'y a pas deux niveaux d'élection. Il n'y en a qu'un. Le conseiller et la conseillère sont les seuls élus locaux. Les délégués sont ceux qui sont sur la liste. On a été obligé de les appeler délégués parce qu'en France, c'est le terme que l'on utilise pour ceux qui sont nommés par les élus. Et puis, parmi ces 442 conseillers, eh bien, ils choisissent parmi leurs petits camarades sur une circonscription donnée ceux qui iront siéger pour 2 semaines à Paris, au sein de l'Assemblée. Bon, alors au Sénat, il y a une grosse bagarre parce qu'ils ont voulu absolument retenir le même nom que celui qui existait auparavant, si bien que ça crée de la confusion en disant mais est-ce que c'est finalement la réforme de l'Assemblée des Français de l'étranger? Ça n'a jamais été la réforme de l'Assemblée des Français de l'étranger. Nous avons créé un niveau d'élus qui n'existait pas auparavant, qui sont des élus de proximité, des élus locaux. Voilà. Et parmi ceux-là, eh bien, 90 font le choix, et je dois dire que tout le monde ne peut pas le faire. Alors, je sais que certains des anciens ou très anciens étaient très déçus de ne plus pouvoir venir à Paris, parce que là, pour le coup, les billets sont payés. Voilà. Quand on vient de très loin, c'était un avantage pour certains. Et de se dire que finalement, ils perdaient beaucoup de choses. Dans les 443, alors je n'ai pas rencontré pendant les 7 ans absolument tous les conseillers, et en plus, on ne peut plus voyager depuis plus d'1 an, donc c'est un petit peu compliqué pour nous dans l'exercice de notre mandat. Mais bon, la plupart ne veulent pas venir à Paris, parce que certains, comme aux États-Unis, par exemple, qui ont 15 jours de vacances par an, eh bien, ne veulent pas passer leurs 15 jours de vacances à siéger à Paris. Voilà. Il faut savoir quand même que cette réforme a très largement à la fois féminisé, parce que la parité est imposée avec, en effet, vous avez des listes paritaires, hein, et c'est très bien. Donc, il y a beaucoup plus de femmes. Donc, nous avons féminisé très largement une assemblée qui était quand même une assemblée un peu vieillissante avec une moyenne d'âge qui, bon, je ne vais pas vous la donner, parce que, voilà, mais qui était celle du Sénat, on va dire, voilà, pour vous donner un… Et donc, cette réforme a à la fois féminisé, mais très largement rajeuni également, et donc avec des gens qui sont actifs, dans la vie active, et pour lesquels c'est un sacrifice, mais c'est en lien avec leur engagement, et parce que la fonction d'élu, c'est d'abord un engagement personnel qui est chronophage, parce que quand on est au service des autres, eh bien, on ne s'occupe pas de soi-même ni des siens en général, hein, donc ce sont des gros sacrifices, mais on est mu par cette volonté, sorte de sens du collectif, peut-être un peu plus poussé que d'autres, je ne sais pas, et on le fait sur un temps, et c'est pour ça que moi je suis aussi très fière de ma réforme, c'est que c'est dans un temps limité, puisqu'il est limité à 3 mandats. Voilà. Je pense que quand on a fait 18 ans de siéger pendant 18 ans, on s'est peut-être donné à fond, mais voilà, alors certains sont forts d'obtenir une médaille parce qu'ils siègent depuis 45 ans. Voilà, bon, chacun son truc. Moi, je pense qu'on est bien quand on est à fond dans ce que l'on fait, dans ce que l'on peut apporter aux autres, quand on est disponible, quand on est à l'écoute. Et donc, voilà, donc cette représentation, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que Florian et Anne-Henri ont tous les deux parfaitement décrit leur mandat. Ils le connaissent pour l'avoir exercé avec brio, et c'est pour ça que ce soir, je n'ai pas hésité à répondre à votre invitation, et de se dire que, eh bien, ils sont aussi dans une logique de renouvellement, puisque Olivier aujourd'hui est tête de liste, avec des nouveaux et des nouvelles qui ont envie de s'impliquer, qui ont envie d'apprendre, et qui passent pour beaucoup finalement d'un rôle souvent dans l'associatif, déjà dans le collectif, hein, parce qu'on a des choses à partager, de se dire que, eh bien, en étant élu, on a d'autres moyens, d'autres façons de
de se faire connaître, alors c'est un rôle qui peut être frustrant et je peux vous dire que quel que soit le niveau, et moi j'ai eu cette chance donc d'être élue locale pendant assez longtemps, d'être une dizaine d'années, d'être ensuite parlementaire, d'être aussi ministre. À tous les niveaux, on a beaucoup de frustration parce que quand on a un petit combat qui aboutit, eh bien, on se satisfait finalement de cela. Parce qu'on a affaire à quand même beaucoup de conservatisme, à des normes, à une administration qui a sa façon de travailler. Alors quand on est ministre, on peut parfois la pousser un peu plus vite, mais bon, quand même, et je crois que Anne, Philippe et Florian comprennent ce que je dis sans avoir à l'expliquer un peu plus. Voilà, je ne veux pas être plus longue. Je sais qu'il y a beaucoup d'acronymes, que tout paraît compliqué. En fait, c'est d'une très grande simplicité. Il suffit simplement de coller le bon label à la bonne personne. La personne importante, c'est le conseiller, la conseillère. Les délégués sont sur la liste pour les remplacer quand ceux-ci démissionnent et pour voter quand le moment est venu, c'est-à-dire 2 fois en 6 ans. Bon, là, ça sera une fois, parce que c'est un mandat de 5 ans prochain. OK. Et puis, nous avons des conseillers à l'AFE qui sont des conseillers qui vont siéger 2 fois à Paris auprès de l'administration et qui ensuite ramènent dans leur circonscription pour les autres conseillers ce lien. Moi, je suis pour… là, je pense que quand on fait une réforme, c'est toujours une étape importante. On a démocratisé, je crois qu'entre Claude Chesson en 81 et ma réforme en 2013, il s'était passé quand même beaucoup de temps, qu'il était absolument nécessaire de faire avancer les choses, mais qu'une réforme ne doit jamais être figée. Et sincèrement, avec le temps que j'ai et le pouvoir très, très limité qui est le mien, je réfléchis à comment aller plus loin justement pour les compétences de ces élus de proximité, parce que ce sont les plus importants. D'ailleurs, moi, je peux vous assurer que je ne pourrais pas exercer mon rôle de parlementaire sans eux, sans ce lien avec le terrain. Ce sont vraiment les conseillers, les conseillères qui nous font remonter toutes les problématiques. Toutes les questions orales, écrites que vous pouvez voir sortir émanent du terrain. Sans eux, on ne peut rien faire. Donc, et je trouve qu'il y a une dynamique qui est de plus en plus importante avec justement parce qu'ils sont tellement à l'écoute, ils partagent le quotidien, donc ils voient exactement les problématiques telles qu'elles sont vécues et pas telles qu'elles peuvent être imaginées d'un bureau. Et donc, voilà, donc là, je réfléchis et je pense qu'avec la nouvelle AFE, avec les nouveaux conseillers, on a besoin de pousser ces mandats, les ancrer encore un peu plus, voir comment le lien avec l'administration peut être plus fort pour l'ensemble des conseillers, pas simplement les 90. Moi, pour tout vous dire, l'administration voulait supprimer l'AFE, enfin l'Assemblée, c'était… Là, on en a reparlé à nouveau dans cette mandature. Le ministre a aussi résisté à un moment. Bon, il va disparaître. Bon, maintenant, on ne sait pas si… Voilà. Bon. Mais moi, je crois à et je crois que Anne et Philippe pourraient en parler beaucoup mieux que moi. C'est important, ce lien avec l'administration. Hein. C'est un apprentissage, c'est une formation, même au niveau politique, qui est importante. Et je pense qu'il faudrait qu'on trouve le mécanisme qui puisse faire que l'ensemble puisse… Et on voit bien avec les Zooms aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une assemblée des Français de l'étranger, finalement, avec des conseillers qui profitent des assemblées plénières, qui profitent des auditions des ministres et de ceux qui sont là. Après, le travail en commission, il faudra y réfléchir. Voilà, mais ça, c'est la prochaine réforme. Et moi, je ne serai plus ministre pour la porter. Il y en aura d'autres. Mais en tout cas, je crois que ça vaut le temps de consacrer à cette réflexion et essayer d'avancer. Voilà, mais écoutez, voilà. Merci. Merci Hélène. Ben, je prends le micro, j'en profite. Je vous avais prévenu au début, hein, c'est pas facile. Je vous ai dit, ça fait à peu près 1 an que j'ai commencé à étudier ces questions et j'en apprends toujours, je vois toujours un peu plus clair. Et j'ai posé tout à l'heure dans le chat une question, pourquoi la France finalement
a mis en place cette représentation donc, des Français, donc des citoyens français qui sont à l'étranger. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui n'existe pas, que tous les pays n'ont pas mis en place. Est-ce que vous pourriez peut-être revenir, peut-être toi, Anne, là-dessus, sur cette dimension, qu'est-ce qui motive? Et je crois que ça rejoint une des questions qui a été aussi posée dans le chat, c'est qu'il y a aussi quand même une dimension politique. Alors, j'en profite, j'ai le micro, donc je suis pas encartée dans un parti politique en France, par contre, je suis bien ancrée dans la réalité politique en Allemagne, puisque je suis membre des Verts, je suis élue locale à Düsseldorf. Et c'est vrai que cette représentation des Français de l'étranger, je me suis dit, mais à quoi ça sert? Bon, je vote ici, surtout en Allemagne, on vote au communal, on vote aux européennes, donc on est quand même dans une situation très, très privilégiée. Quel est l'intérêt? À quoi ça sert? Voilà. Et c'est vrai que depuis que je me suis consacrée, j'ai étudié cette question, je me suis dit, mais oui, il y a une utilité, elle est éminemment politique. Et moi, c'est vrai que c'est ce qui m'a motivée à m'engager sur cette liste des citoyens écolo, solidaire, citoyen engagé, écologique et solidaire, c'est qu'il y a cette dimension politique et on a tendance à l'oublier. Et peut-être que certains veulent nous le faire oublier. Il n'y a pas que l'aspect, les écoles, le social, la sécurité, tout ce dont Florian, je crois, a bien parlé, des choses qui concernent la vie concrète des Français à l'étranger. En Allemagne, parfois des problèmes qui se posent avec davantage d'acuité dans d'autres pays qu'ici. C'est vrai que la sécurité ici, on a un train de vie, on a un mode de vie qui est tout à fait... Il n'y a pas autant de problèmes que pour d'autres Français résidant dans d'autres pays où malheureusement la situation est beaucoup plus difficile. Ce qui fait que conjuguer tout cela, c'est particulier, c'est délicat. Trouver un statut de représentant de Français pour couvrir toutes les situations possibles et imaginables de par le monde, c'est pas simple. Je voulais poser une question, mais j'ai perdu le fil. Ou alors je te repasse la parole. Ah oui, Anne, je crois, je t'avais posé. Hein. Merci. Oui, c'est beaucoup de petites questions, mais qui reviennent un petit peu à quoi ça sert finalement cette représentation. Et c'est ce que plusieurs personnes ont écrit dans le chat, et notamment quelqu'un qui disait, je vais reprendre ça de manière un peu fraîche, je ne rentrerai pas en France, mes enfants sont éduqués dans le système scolaire allemand, pourquoi est-ce que ça devrait m'intéresser? Alors, je veux dire, moi, c'est mon cas aussi. Hein, je ne rentrerai pas en France. Mes enfants ont été éduqués dans le système scolaire allemand. Pendant très longtemps, d'ailleurs, j'ai été engagée plus sur le terrain en Allemagne, et je le suis aussi encore dans ma commune. Ça l'un n'empêche pas l'autre. Plusieurs de notre circonscription, plusieurs élus de notre circonscription, Florian aussi, sont également engagés dans la vie citoyenne allemande. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que nous sommes, pour certains Français, notamment ceux qui viennent d'arriver ou qui ne connaissent pas bien, je me suis aperçue, moi, avec étonnement, que beaucoup de Français qui habitent depuis longtemps en Allemagne ne connaissent pas bien les institutions, ne connaissent pas bien leurs droits, même en Allemagne. Il m'est souvent arrivé d'aider finalement de par cette fonction, alors que ce n'est pas le rôle principal, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a le rôle que nous donne l'État, la loi, et puis il y a le rôle qu'on prend, le mandat, la manière dont on l'exerce, qui fait qu'on est amené à aider des gens sur leurs droits par rapport à la France, par rapport à l'Allemagne. Donc voilà, déjà ça, et ce qu'a dit aussi Salia, finalement, c'est déjà des bonnes raisons. Alors évidemment, je pense que dans un pays comme l'Allemagne, il y a énormément de Français qui peuvent passer toute leur vie en Allemagne sans avoir besoin de la représentation des Français de l'étranger. C'est tout à fait clair. Hein. On est dans l'Union européenne, on profite finalement des avantages de libre circulation, de transfert de droits, etc. de l'Union européenne. Donc, on n'a pas forcément besoin de cette représentation. Ceci étant, moi, une des premières choses qui m'avait attirée dans ce dispositif, c'est déjà le fait d'avoir appris qu'on est un des rares pays au monde, alors on n'est pas les seuls, mais il n'y a pas beaucoup de pays au monde qui donnent à leurs ressortissants qui sont partis à l'étranger une représentation politique et même finalement des droits en tant que citoyen. Hein. Avoir une représentation politique, finalement, c'est être reconnu en tant que citoyen toute sa vie. Quand on se retrouve à l'étranger, à moins de prendre la nationalité du pays, bien souvent, finalement, on ne peut même plus exercer le droit de vote. Avoir la possibilité d'exercer un droit de vote et de continuer à être citoyen, finalement, ça nous
ça nous permet de rester un petit peu dans le processus démocratique. Donc, rien que ça, je trouve que c'est un dispositif qui se défend rien que pour cette raison. Hein. Ensuite, bon, comme nous l'avons dit, c'est certain, nous le voyons ici à l'échelle de l'Allemagne et de notre petite circonscription. Si on prend le dispositif à l'échelle du monde, il y a des Français de par le monde qui ne sont pas aussi bien lotis que nous. Et ça, c'est vrai que c'est ce qui est intéressant finalement quand on est à l'Assemblée des Français de l'étranger, quand on est élu à l'Assemblée des Français de l'étranger, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on traite les sujets à l'échelle mondiale et ça prend une toute autre dimension. Hein, notamment tout ce qui est affaires sociales, etc. Dans certains pays, c'est un sujet, ou la sécurité, prenons la sécurité, il y a certains pays où c'est vraiment un sujet crucial. Hein. Donc voilà un petit peu les raisons pour lesquelles on pourrait s'intéresser, on peut s'intéresser à ce dispositif, même si on n'est pas du tout, on ne pense pas rentrer un jour en France. De notre part, moi j'ai vu ce qu'on a vu, notamment avec Florian, là en cette dernière année Covid, nous n'avons jamais été autant sollicités finalement pendant tout le mandat que pendant cette période qui avait été une année de prolongation finalement, parce que là, énormément de Français se sont rendus compte, enfin moi aussi d'ailleurs, hein, tout à coup que il y a une frontière quand même, et puis cette frontière elle peut fermer, et puis il y a des réglementations pour passer d'un pays à l'autre, etc. Et c'est pour ça que nous avons mis en place cette infolettre un petit peu situation Covid, etc. Parce que tout à coup, même les Français en Allemagne se sont rendus compte que je suis à l'étranger. Et nous avons eu, j'ai eu des personnes par email, au téléphone, etc., avec des gens dans des situations assez dramatiques aussi. Hein. Au premier confinement, quand il était difficile de rentrer en France et qu'on avait un parent mourant en France ou des parents pas très très loin de la frontière, mais dont des personnes avaient l'habitude de s'occuper, qui ne pouvaient pas les voir, etc. Il y avait des cas quand même très très difficiles. Et donc là, j'en étais déjà convaincue avant, mais je me suis dit, finalement, cette fonction, elle a vraiment du sens hein, de ce point de vue-là. Donc voilà, c'était un petit peu pour répondre à un petit peu toutes ces questions, mais je la trouve très légitime, cette question, hein, quand on est à l'étranger, sur la durée, bien implanté dans la vie du pays local, hein, mais l'un n'empêche pas l'autre. Voilà, c'est complémentaire. Hein. Je voulais juste revenir. Je peux ajouter quelque chose. Attends, je voulais juste. Ah oui, si tu veux ajouter quelque chose là-dessus. Oui, vas-y. Je voulais juste ajouter quelque chose sur ce qu'a dit Hélène tout à l'heure, mais je reprends la parole après. Oui, sur notre rôle, il est certes, effectivement, en tant que conseiller des Français de l'étranger, moins important en Allemagne, dans l'Union européenne, que dans d'autres pays du monde. Hein, ça, c'est évidemment clair. Après, on sert de courroie de transmission entre la communauté française et l'administration consulaire qui j'espère qu'il n'y a personne de l'administration ici, mais peut parfois avoir tendance à vivre dans sa bulle. Ce n'est pas forcément le cas à Francfort par chance. On a des gens très compétents qui sont là pour certains depuis très longtemps. Par exemple, la personne qui instruit les dossiers de bourse scolaire et connaît sur le bout des doigts son métier, c'est une très grande aide. Mais tout de même, ce lien est important, le lien avec nos concitoyens, la situation Covid. Et on a aussi, même pour des Français, il y a 30 à 40% des Français de notre circonscription qui sont nés en Allemagne, hein, qui n'ont jamais vécu en France et pour lequel le lien culturel avec la France est important. Ils ne veulent pas le perdre. Et c'est souvent des gens qui viennent voter aux élections présidentielles, par exemple, en se disant j'ai un bout de papier français, je viens voter. Et ils ont perdu aussi ce lien avec la France et leur permettre aussi, par exemple, d'accéder à la culture, à la langue française par différentes possibilités. C'est des gens avec qui aussi on est en contact pour maintenir ce lien parce qu'on trouve que c'est aussi important et c'est aussi un des souhaits du législateur, c'est d'avoir un peu des ambassadeurs alors c'est très pompeux, hein, mais de la culture, de l'excellence, de la diplomatie française au niveau citoyen. Mais le rôle principal, in fine, pour nous en Europe, ça va être le rôle politique d'élire des personnes au Sénat qui, elles, vont faire la loi en France. Hein.
Oui, je voudrais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, Florian, quand tu dis courroie de transmission. Oui, pas seulement par rapport aux autorités consulaires, hein, également parfois avec l'administration française. Moi, il m'est arrivé de réussir à débloquer, parce que bon, nous avons forcément, de par notre mandat, des contacts avec l'administration française, ou si nous n'avons pas le contact direct, nous pouvons trouver le bon contact. Et moi, il m'est arrivé de débloquer quelques dossiers fiscaux qui étaient vraiment bloqués et d'une manière très injuste, des personnes qui étaient vraiment défavorisées et qui s'adressaient, parce qu'ils avaient également des intérêts en France, ou voilà, il y avait quelque chose avec la fiscalité française et la fiscalité allemande, et ils étaient complètement bloqués au niveau de l'agent fiscal qui leur était préposé, ça n'avançait pas. Ben voilà, il suffit des fois d'aller à un échelon hiérarchique supérieur, mais encore faut-il le connaître, encore faut-il le trouver, et clac, la chose se débloque. Hein. Donc ça nous arrive, ou alors ça m'est arrivé aussi pour des dossiers de sécurité sociale, de personnes qui étaient détachées, etc. Enfin, voilà, on a également ce rôle finalement, un petit peu, tu as nommé ça courroie de transmission, c'est une un très bon terme pour expliquer aussi ce que nous faisons de temps en temps, ce que nous sommes de temps en temps amenés à faire. Et sinon, je voulais revenir aussi tout à l'heure sur ce qu'a dit Hélène, qui disait que les sénateurs avaient besoin de nos travaux pour les leurs. Et l'inverse est vrai aussi. Et donc, c'est un petit peu ce que je voudrais aborder aussi, c'est que nous avons constamment également un lien avec les parlementaires. C'est-à-dire que nous aussi, des fois, on a des questions à leur poser ou des suggestions à leur faire, où on nous pose des questions auxquelles nous ne savons pas répondre. Et voilà, eux, ils ont également d'autres compétences, d'autres connaissances, etc. Et c'est en fait une réciprocité dans le lien et dans l'échange d'informations pour nourrir le travail des uns et des autres. Donc, en fait, le système, il est huilé, quoi, finalement. Hein. Il y a tout chacun a sa place, mais finalement, il n'y a pas d'interruption. C'est un circuit, finalement. Hélène, je crois que tu voulais dire quelque chose aussi ? Je ne sais pas pourquoi mon iPad est connecté, mais je vois que j'ai de moins en moins d'énergie. Là, j'en suis à 5%, donc j'espère que ça ne va pas couper, sinon je me mettrai sur mon téléphone. Oui, la question et les points soulevés par Salia sont incroyablement pertinents. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que dans les différentes questions qui sont posées, c'est vrai que la question des binationaux et de ces transmissions, c'est un choix que la France a fait. Alors bon, pas oublier un héritage colonial quand même, hein, avec cette volonté de pouvoir faire en sorte que les différentes colonies puissent apprendre la langue française et ainsi de suite. On avait des conseillers, il y avait quand même 30 000 conseillers techniques, par exemple, sur le continent africain. Aujourd'hui, je crois qu'on en a 2 000. Enfin bon, voilà. Donc, il y a cet héritage-là. Et puis, il y a quand même cette vision universaliste de la France qui se voit en nation, qui a une mission, quelque part, une vision, en tout cas universelle. Et donc, le partage de la langue française, le partage de la culture, le partage des valeurs. Et moi, je crois que nous passons tous par ce stade-là, en tout cas, moi, je l'ai vécu personnellement, où on pense qu'on n'a pas besoin de la France, on s'en éloigne, on s'immerse complètement dans le nouveau pays, dans sa langue. C'est normal parce qu'on sent qu'on est différent quand même quand on arrive. Hein. Et puis, au bout d'un certain temps, quand on a des enfants, on se dit que on est resté français quelque part. Il y a dans les réflexes, dans certaines choses, certaines façons de réagir, de penser. Et cette chose-là fait partie de l'identité aussi des enfants. Et je crois que, enfin, moi, j'ai ressenti comme ça ces sortes d'envie de transmettre et de se dire que la binationalité ou multinationalité, c'est une richesse incroyable. D'abord pour lutter contre l'altérité, pour casser tous ces sentiments absolument néfastes qu'on voit de plus en plus ressurgir, que sont le racisme. Là, on est en plein débat sur les principes de la République, enfin, ce qu'on peut entendre de certains membres de certains partis. Enfin, c'est affreux, on se dit que ça existe encore et que ces gens sont élus et donc représentatifs de gens qui sont mus par ces sentiments-là. Et justement,
quand on est en capacité de transmettre d'autres valeurs et d'autres langues, et ainsi de suite, on élargit d'autant l'esprit de ces enfants à ce monde dont on doit prendre bien soin. Et moi, je salue l'engagement peut-être un peu plus fort de certains qui sont dans l'écologie, on va dire, globale, enfin participative et ainsi de suite. Moi, ça fait des années que je combats aussi, mais avec bon, un volet social qui est… Mais voilà, donc c'est tout cela. Et simplement un point d'information, on n'est pas les seuls hein, à avoir cette représentation. On est peut-être les seuls à prendre grand soin de nos conseillers, mais en tant que ministre, j'ai organisé, et c'est la seule fois que ça s'est fait, et ça devait se faire au Sénégal l'année d'après, mais malheureusement, la ministre a changé, ça ne s'est pas fait. J'avais 50 délégations d'homologues. C'était la première fois que des ministres chargés de leur diaspora, il y avait différents noms, hein, des Portugais de l'étranger, des Italiens, et ainsi de suite. Je crois que Philippe a dit très justement qu'ils ont des comités, hein, donc on s'en était un petit peu inspirés, nous, avec nos conseils. 50 ministres sont venus à Paris. Et c'était un événement assez exceptionnel où on a partagé ce que les diasporas, alors nous on n'utilise pas le terme de diaspora hein, en France, mais ce que les communautés expatriées finalement apportent ou quels liens ils entretiennent avec le pays et comment on essaye de renforcer ces liens. Et donc on n'est pas les seuls. Il suffit de regarder quand il y a un vote dans un pays étranger, de voir les queues devant les consulats dans les rues de Paris, par exemple. Hein, et ça se passe dans toutes les grandes villes françaises où tous les consuls honoraires ouvrent des bureaux de vote. Donc, c'est faire vivre la démocratie partout. Et là aussi, la démocratie est en danger aujourd'hui, comme notre planète, comme plein de choses. On ne peut pas juste être spectateur et regarder, on a besoin de s'engager. Et donc, en s'engageant localement, en étant conseiller, comme Olivier, comme Salia et tous ceux qui sont sur la liste, eh bien, c'est ça, c'est donner un peu de soi pour se battre pour ces valeurs-là. Oui, merci Hélène. Tu me prends les mots de la bouche. C'est exactement le sens de mon engagement. Parce que je crois que, je l'écrivais tout à l'heure dans le chat, c'est qu'on a, nous Français, vraiment un lien aussi, un lien de cœur, un lien affectif avec la France. Hein. Moi, je sais que je lis le Canard enchaîné, le TV5. J'ai toujours pas pris la nationalité allemande, alors que ce serait une formalité. Et c'est vrai que je sais qu'il y a pas mal de Français qui sont dans cette situation. Certains envisagent de prendre l'autre nationalité parce qu'on n'a plus les services, on a de moins en moins de services consulaires. Mais quelle tristesse, moi ça me fend le cœur. Mais pour revenir sur ce lien avec la France, et moi qui suis membre des Verts, je suis bien entendu le débat sur l'écologie en France, sur le climat, quand je vois ce qui s'est passé avec Notre-Dame-des-Landes ou le comportement de certains députés sur le glyphosate, sur certains votes, sur les accords de libre-échange, etc. Je me dis que nous, Français de l'étranger, on a aussi une contribution à apporter. Il y a des choses parce qu'on a cette expérience de vivre dans d'autres pays avec une autre culture, d'autres repères. Et ça, c'est aussi peut-être un enjeu quelque part, c'est de faire remonter cette expérience-là. Plusieurs d'entre vous l'avaient dit, donc je signe dès demain, c'est exactement ça aussi. On a des choses à apporter parce qu'on a… Mais c'est dans tous les pays, c'est comme ça. Chaque pays a un peu une vision nationale. Je sais qu'en France, je lisais, on a le meilleur système de santé. Alors, les Espagnols disent la même chose de leur système de santé. Les Allemands disent la même chose de leur système de santé. Bon, il y a du bon et du moins bon partout. Et c'est cette richesse-là que les Français de l'étranger, qui sont encore très attachés à leur pays, peuvent apporter pour encore alimenter le débat, alimenter la réflexion, faire avancer les choses dans le sens du progrès, de la lutte contre le changement climatique, toutes ces questions qui m'animent, qui me donnent, pour lesquelles j'ai la flamme, j'ai vraiment le feu sacré, comme on dit. Super, Célia. Oui, moi aussi, je suis totalement d'accord avec tout ce qui a été dit et je pense que, je vais revenir sur le point qu'Hélène a fait, c'est que c'est un mandat local au final. Et aussi sur ce qu'a dit Anne sur ce qu'ont dit Anne et Florian, c'est que c'est un mandat aussi qui est consultatif. Et au final, nous serions
vraiment le relais de la population locale, vraiment à écouter quelles sont les priorités, quelles sont les prérogatives et aussi les besoins des Français à l'étranger, et de faire remonter en fait tous ces problèmes, toutes ces questions auprès des sénateurs et aussi des députés des Français de l'étranger. Donc au final, on parle vraiment ici d'un rôle qui est fait pour les Français de l'étranger, et même pour ceux qui au final ne sont pas si impliqués avec la France, comme le disait Claire dans le chat, qui au final n'ont plus vraiment de rapport avec la France. On ne sait jamais ce qui peut arriver, les choses peuvent changer. Je pense que Alain Pagani aussi a bien répondu là-dessus. Si par exemple quelqu'un a travaillé un moment dans sa vie en France, c'est aussi important d'avoir de l'aide peut-être d'un conseiller ou d'une conseillère des Français de l'étranger pour un dossier de retraite, même pour tout ce qui est lié à la fiscalité par exemple. Aussi pour l'éducation, au final, il est possible que l'un des enfants d'un Français de l'étranger peut se retrouver dans un lycée ou un collège ou une école française. Et pour ça, c'est bien d'avoir des Français de l'étranger qui supportent, ne serait-ce que pour, par exemple, un dossier de bourse. Donc, il y a vraiment tout un tas de différents cas dans lesquels les Français de l'étranger peuvent être aidés par les conseillers et les conseillères des Français de l'étranger. Je ne sais pas s'il y a des questions à nouveau. Je regarde encore le chat. Sinon, moi, je pourrais revenir sur une question qui a été posée au début. Il y a plusieurs personnes qui ont dit, ou il y a une personne qui a dit, ou peut-être plusieurs, mais c'est une question qu'on a reçue également après notre dernière infolettre où on annonçait les élections. Les gens ont demandé comment peut-on être candidat. Alors évidemment, pour cette fois-ci, c'est trop tard. Mais c'est bon à savoir parce qu'en fait, tout le monde, tout Français qui est inscrit au registre sur la circonscription peut être candidat. Alors après, évidemment, il faut se rapprocher de personnes qui ont au moins, comment dire, la même sensibilité politique. Pas besoin d'être membre d'un parti pour être candidat aux élections des conseils consulaires. Seulement, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il y a quand même une dimension politique. C'est-à-dire, si on dit, moi, la politique, ça ne m'intéresse absolument pas, c'est peut-être un petit peu difficile. Hein. Vous verrez peut-être pendant la campagne des gens qui vont vous dire, moi, je suis complètement indépendant, je suis apolitique, etc. Oui, très bien, mais ces gens-là, une fois élus, ils vont quand même élire les sénateurs. Et les sénateurs, c'est politique. Donc ça, c'est faux. C'est quand même un mandat qui a une dimension politique. Au niveau du conseil consulaire lui-même, bon, les thèmes qu'on traite ne sont pas très, très politiques, même si quelquefois, il arrive que la vision que les uns et les autres ont peut être aussi liée à leur sensibilité politique. Ça arrive très, très souvent. À l'AFE, c'est déjà un petit peu plus politisé. Mais donc, si vous êtes intéressé par ce dispositif, pour y participer activement, eh bien, observez un petit peu, déjà là, donc les semaines qui vont venir, quelles sont les personnes qui sont sur les différentes listes, de quelles orientations elles sont, avec quels sénateurs elles travaillent finalement le plus, parce que c'est certain, j'ai dit tout à l'heure, on travaille beaucoup avec les sénateurs, mais on travaille surtout avec les sénateurs qui sont de la même sensibilité que nous, c'est certain. Hein. Donc, regardez un petit peu tout ça et regardez si quelque chose vous plaît et rapprochez-vous. Soit des candidats, soit des élus, faites-vous connaître et peut-être que dans 5 ans, vous serez également sur une liste. Hein. C'est vraiment ouvert à tous et ce serait bien même qu'il y ait de plus en plus de citoyens qui participent à ce mouvement et qui soient intéressés par une candidature. Hein. C'est tout à fait… Vous pouvez d'ailleurs, tant qu'on est encore élus, Florent et moi, nous contacter et vous avez notre adresse email et poser des questions là-dessus, il n'y a pas de problème. Puis-je répondre pour le Sénat, la représentation, pour dire que le plus jeune sénateur aujourd'hui a 26 ans, que nous avons des sénateurs qui viennent pour beaucoup du monde agricole, certains ont des exploitations agricoles, parce que le Sénat, c'est la représentation des territoires.
Et donc, on n'a pas d'élus qui sont des élus de carrière. C'est-à-dire que souvent, on peut trouver à l'Assemblée nationale, enfin bon, les derniers étaient différents parce qu'ils avaient été recrutés différemment, mais le Sénat, c'est vraiment la représentation des territoires avec des gens qui ont, oui, été élus à différents niveaux. Parfois, ils étaient maires de leur petit village ou conseillers départementaux et ainsi de suite. Mais ce sont tous des gens qui ont des professions. Et je peux vous dire, parce que j'ai présidé la séance, parce que j'ai été élue vice-présidente, et c'est la première fois qu'une Française de l'étranger était élue au plateau. Donc, c'était un honneur. Je me disais qu'enfin, nous étions représentés par le biais de ma petite personne. Eh bien, j'étais vraiment très, très surprise de la technicité de ceux qui sont des élus locaux, qui ont les pieds dans la boue et qui savent exactement de quoi on parle quand on change un bout de phrase avec l'impact que ça aura localement, et qui étaient capables de détruire complètement l'argument du ministre qui, lui, avait sa feuille préparée par des gens de l'administration et qui n'avait certainement ni l'expérience ni le vécu de ces sénateurs-là. Donc, il y a des clichés encore par rapport à cette maison. J'ai organisé des rencontres citoyennes avec des jeunes de banlieue pour les faire venir au Sénat et venir débattre avec les sénateurs. On a eu 500 jeunes qui sont venus en 3 sessions. À peu près, on a été obligé d'arrêter puisqu'on n'avait plus le droit de les faire venir et de les rassembler dans une salle. Mais ils étaient ravis de voir que les sénateurs et sénatrices avec lesquels ils pouvaient dialoguer le temps d'une soirée étaient comme eux. Voilà, il faut casser ces clichés et ce que l'on peut penser des élus. Alors oui, certains, malheureusement, ne se comportent pas bien et parce qu'ils sont dans le domaine public, forcément, tous les feux sont sur eux. Mais quand il y en a un qui est mauvais, enfin, statistiquement, si vous prenez 500 personnes, ils ne peuvent pas tous être parfaits dans n'importe quel groupe d'humains. Voilà. Et juste la dernière chose, pour une campagne électorale, c'est d'abord une expérience humaine. Donc, si là, vous n'avez pas eu l'opportunité de vous engager, de figurer sur une liste, mais bon sang, allez-y, rejoignez un comité de soutien, faites campagne avec les candidats. C'est une expérience. On a ensuite pour la vie des amis parce qu'on vit des choses fortes pendant une campagne électorale. Ce n'est pas toujours d'ailleurs agréable. Parfois, ça n'est pas forcément. Les élus peuvent ont peut-être des anecdotes, mais vraiment c'est une expérience humaine. Donc rejoignez l'équipe là qui se présente, et puis vous apprendrez plein de choses. C'est un apprentissage aussi. Donc moi je vous invite, et en plus vous n'avez que des belles personnes. Donc allez-y. C'est vrai, merci Hélène, c'est vrai que c'est ça, c'est la démocratie vit de ça aussi, de l'engagement des citoyens, de leur participation. On veut justement davantage de démocratie participative, que les parlements, que toutes les instances soient plus représentatives de la population. Et pour ça, c'est vrai que nous, citoyens, on doit aussi s'engager, dire qu'on est là, parce que sinon, ça fait le jeu justement de ceux qui disent « Oh, mais ça ne les intéresse pas, oh, c'est trop compliqué ». Il faut aussi... sich an die eigene Nase packen, comme on dit en allemand, c'est-à-dire voir sa propre responsabilité là-dedans. Alors, je ne sais pas, ce qui est important, c'est qu'il faut voter, parce que ce que j'ai appris, en tout cas, c'est que le taux de participation, effectivement, des Français, des étrangers à ces scrutins est faible. Donc, justement, pour nous prémunir contre, essayer de nous prémunir et défendre davantage nos intérêts, quels qu'ils soient, au-delà de tous les clivages de politicienne, de partis, au moins participer, voter. Il faut qu'il y ait une forte participation. Ça, c'est le grand message, je pense. Il faut voter, faire entendre notre voix pour pas qu'on nous salve encore plus de moyens éventuellement, parce que là, c'est très facile de dire ça les intéresse pas, ils votent pas. Voilà, il faut qu'on y aille, chacun là où il est, chacun a quelle contribution qu'il peut apporter. Je ne sais pas si on a, Olivier, je ne crois pas qu'on a un transparent pour... on trouve ça de toute façon sur Internet, avec les délais pour Internet. Il est possible de voter par Internet, il est possible de voter à l'urne. Est-ce que tu peux rappeler ça, ou l'un d'entre vous, je ne sais pas qui... Oui, non, bien sûr, les informations sont disponibles sur le groupe des citoyens engagés, écologistes et solidaires. Donc, notre groupe Facebook, vous avez une très belle infographie, une vidéo qui a été faite par notre liste.
Donc, je vous invite aussi à la consulter. On vous mettra le lien dans le chat. Mais comme le disait Salia, vraiment, la raison principale pour laquelle on a organisé ce webinaire, c'est vraiment pour vous aider à connaître et en savoir plus sur le rôle des conseillers et conseillères des Français de l'étranger, pour vraiment vous inciter, vous donner l'envie d'aller voter, de vous faire représenter par des gens qui vous ressemblent, des gens qui au final vont se battre pour vous, et qui aussi vont vous aider quotidiennement dans vraiment les différentes démarches administratives, que ce soit sur la retraite, comme on a parlé, la fiscalité, l'éducation, la sécurité. Je pense que, comme l'a dit aussi Anne tout à l'heure, mais aussi Florian, il y a eu énormément d'aides au final bénévoles sur le Covid. Donc vraiment beaucoup d'informations qui ont été relayées par Anne et Florian, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi par email, en privé. Donc c'est vraiment, j'imagine, ce genre de choses, enfin même inclus pour moi, qui, je pense, j'attends de l'État français. Et c'est bien quand même d'être en relation avec la France au final pour pouvoir bénéficier de ces services-là qui sont à disposition. Et comme on le disait aussi tout à l'heure, tous les pays ne fournissent pas ce genre de services et de prestations à leurs ressortissants étrangers. Donc, profitez-en, ne vous abstenez pas, allez voter, inscrivez-vous sur les listes, c'est très important, vérifiez si vous êtes sur les listes, si vous ne l'êtes pas, inscrivez-vous. On explique aussi tout ça sur notre site et sur Facebook. Donc, vraiment, consultez. Oui, puis pour s'inscrire par Internet, moi j'ai vérifié ces données, etc. Donc ça prend un peu de temps. Donc il vaut mieux s'y prendre avec un petit peu d'avance. Comme ça, c'est fait. Vous pouvez nous recontacter, nous redemander si vous avez des problèmes, si vous n'y arrivez pas. En tout cas, Olivier Pascal. Moi, je ne suis pas trop. Mais donc, on saura vous aider. Et c'est important. Et puis, en vérifiant que vous êtes bien inscrit sur les registres, que vous êtes bien inscrit sur la liste électorale, il y a encore une autre échéance. C'est ce que je dis souvent, il y a d'autres échéances électorales, donc c'est important, 2022, donc au moins ça sera frais, vous serez sur les listes et voilà, vous ne risquez pas de passer à côté. Alors, une petite précision là-dessus. A priori, les gens qui sont là ce soir doivent être sur la liste électorale puisqu'ils ont été informés de l'événement par la liste électorale, justement. Par contre, vérifiez quand même si, alors votre email, oui, il fonctionne visiblement, mais si le téléphone mobile que vous avez donné au consulat est toujours celui que vous utilisez. Parce que si vous voulez voter par Internet, vous allez en avoir besoin. Et vous risquez sinon de ne pas recevoir une partie des identifiants. Donc ça, c'est une chose quand même à vérifier. Et si vous connaissez des Français, par contre, autour de vous, si vous avez des connaissances françaises, parlez-leur-en et voyez avec eux s'ils sont vraiment inscrits sur la liste électorale, s'ils reçoivent nos informations, s'ils reçoivent les informations, parce que certains reçoivent les informations du consulat parce qu'ils sont inscrits au registre, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont inscrits sur la liste électorale. Or, nous ne pouvons envoyer des informations qu'à la liste électorale. Donc, ces gens-là, nous ne les touchons pas. Et ils peuvent très bien penser qu'ils sont dans les listes. Et justement, après notre dernière infolettre, il y a quelqu'un qui m'a contacté, qui m'a dit « Mais comment se fait-il que je reçois tous les messages du consulat, mais je ne reçois pas vos emails, votre infolettre, il y a quelqu'un d'autre qui me l'a fait suivre. » Du coup, j'ai vérifié et effectivement, il n'était pas sur la liste électorale et cette personne ne le savait pas. Il ne savait pas qu'il n'était pas sur la liste électorale. Donc, parlez-en autour de vous pour faire inscrire des gens. Ils ont encore jusqu'au 23 avril pour s'inscrire. Et comme l'a dit Célia, c'est très facile directement par Internet. Sinon, ils peuvent le faire également au niveau du consulat. Hein. Ceci dit, le consulat, pour le moment, plutôt par email parce que situation Covid oblige, les effectifs ne travaillent que par moitié et donc c'est assez lent. Je crois qu'on peut conclure tout doucement. Je ne sais pas s'il y a encore des questions dans le chat. En tout cas, nous sommes à votre disposition. Si vous regardez notre site Écolo Solidaire ou sur le site du ministère des Affaires étrangères, de l'ambassade, de toute façon, il y a toutes les informations. Donc, inscrivez-vous, votez, faites voter. On reste encore peut-être 5 minutes, nous, Anne, Olivier, Pascal, Hélène, Florian. Et puis, s'il reste des questions, ouais.
Oui. Et moi, je vais vous quitter parce que je dois retourner en débat. Il n'est pas terminé. Oui, puisqu'on siège la nuit aussi. Donc, écoutez, oui, tous ceux qui sont encore connectés, moi, je ne vois que quelques personnes. Oui, votez, faites vivre la démocratie. Vous avez une belle liste avec, je vous disais, des belles personnes. N'hésitez pas. Moi, j'ai eu une chance de les rencontrer, de dialoguer longuement avec tous les membres de la liste. Et franchement, si je résidais à Francfort, je n'hésiterais pas. Donc, Merci belle beaucoup, soirée, Hélène. belle campagne, et Oh, puis plein Düsseldorf, de bonnes choses. Et surtout, prenez soin de vous. Merci beaucoup, Hélène. Merci pour ton temps, merci pour ton intervention et pour avoir répondu à toutes les questions. Et bon courage pour la session. Merci Hélène, Oui. ouais, bon courage, c'est pas marrant ce débat-là. Non, mais au moins il est politique et on voit que, eh bien, il y a une gauche, il y a une droite. Voilà, vouloir nous faire avaler qu'il n'y a pas de clivage et que tout le monde est dans un grand verre d'eau tiède, il suffit de soulever certaines questions. Et là, on se dit qu'on n'a pas la même vision de la société, exactement. On ne donne pas la même place aux gens, voilà, on n'a pas la même ouverture d'esprit peut-être. Mais bon, voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. À moi de saluer voilà, tout le monde. Ah, il y a Stéphane qui est là. Bonsoir Stéphane de Berlin. Si je peux ajouter une dernière chose, avec Anne, vous avez peut-être demandé pourquoi nous, on n'est pas candidat à nouveau. Moi-même, je suis élu à la ville de Francfort, au Conseil des étrangers, et je trouve que c'est important de... C'est aussi une des choses qu'on fait, nous, dans notre liste, c'est d'être une courroie aussi, en travaillant aussi avec les Allemands, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire en tant que Français, et il faut s'adresser aux Allemands pour ça, et que les conseillers des Français de l'étranger ne se vivent pas non plus dans un vase clos complètement à l'extérieur des Allemands. Je ne veux pas dénigrer nos adversaires, mais il y a une tête de liste, elle ne parle même pas allemand. Donc, comment elle peut faire son travail si elle est élue correctement au service des citoyens sans parler allemand, en fait. Une tête de liste, évidemment, d'une autre liste dont je ne nommerai pas le nom, ce sera le jeu des devinettes et vous pourrez chercher. Mais ce travail-là, effectivement, en lien avec les administrations allemandes ou les conseils municipaux allemands est essentiel, et c'est aussi quelque chose qu'on a choisi de faire. Donc moi, je me consacre à ce mandat où j'ai été réélu mi-mars à Francfort, et je remercie d'ailleurs celles et ceux qui ont contribué à cette réélection, et je soutiens la liste pour avoir du 109 au conseil consulaire. Oui, dans ce cas, je vais dire aussi quelques mots. Pareil, moi, j'avais dit déjà à l'époque que je ne ferais qu'un seul mandat, parce que je trouve qu'un mandat de 6 ans, c'est long. En plus, on a fait 7 ans. Et je trouve surtout qu'il est important que plus de citoyens... Je n'ai pas trop l'idée de s'accrocher à un mandat. Je trouve que c'est très bien que ça tourne et que d'autres citoyens aient envie de faire cette expérience. Chacun le fait à sa manière, il apporte sa touche personnelle aussi. Florian et moi, on a travaillé ensemble, mais on l'a fait quand même d'une manière différente parce qu'on a des personnalités différentes. Et c'est ce qui fait toute la richesse de ce système aussi. Et puis, pour ma part, je suis également responsable associative, et quand on cumule un peu trop de choses, finalement, on fait beaucoup de choses, mais on ne fait rien de vraiment bien, et j'ai envie de faire certaines choses un peu mieux, et de continuer à m'occuper des Français de l'étranger, mais du côté associatif, donc en restant présidente de Français du Monde, et également responsable d'un groupe Flamme, donc français langue maternelle, c'est encore un autre sujet dont on pourra parler une autre fois, qui permet de donner un enseignement français à des enfants qui sont dans des écoles, des enfants français qui sont dans des écoles allemandes. Donc voilà, c'est la raison, et je suis très heureuse d'avoir trouvé des successeurs engagés, motivés, et nous travaillons ensemble depuis 1 an, parce que Florian et moi, nous transmettons notre expérience, et nous continuerons après le mandat aussi à soutenir les élus. Évidemment. C'est vrai qu'on aura... Merci Florian. Merci à vous deux. C'est vrai que là, il y a une espèce de passation de témoins. Et puis, vous avez vraiment une expérience. On a vu combien vous vous êtes démenés, engagés quand il y a eu la Covid. C'est essentiel hein, sur le terrain pour les gens qui sont perdus, qui ne savent pas à qui s'adresser, etc. Bravo. Bravo à vous deux, en tout cas. OK.
Bon, je pense qu'on peut conclure, hein, puisque… On va passer à l'apéro, là. Hein. Ouais. Il reste plein de gens, mais je te laisse s'il y a des conclure, questions, Olivier. n'hésitez pas à nous contacter, comme on l'a dit, via Facebook, via notre site web. Donc, il y a notre adresse mail aussi qui est disponible. N'hésitez vraiment pas si vous avez des questions pour vous inscrire, comme on l'a dit, ou bien pour vous enregistrer sur la liste. Et voilà, mais on voulait vous remercier en tout cas pour votre présence, pour avoir été nombreux. Donc, n'hésitez pas à prêcher la bonne parole autour de vous. Enfin, c'est vraiment important que les gens s'inscrivent. Je voudrais aussi remercier du coup Anne et Florian d'être intervenus. Merci aussi pour tous vos efforts et pour toutes les informations et les conseils que vous nous fournissez à Salia et moi. Et merci à Salia aussi d'avoir été Merci à toi. Une collègue super engagée, enfin, ce soir en tout cas, d'avoir vraiment mis le feu. Donc, j'ai ressenti la flamme. C'est mon tempérament méditerranéen, ça, je ne me change pas. Ça, même les Allemands, oh là là, mais bon. Voilà, merci tout le monde. Et on se dit à bientôt. À très Bonne bientôt. soirée. Portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Merci, Bonne soirée. Au revoir, à bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Ouais. Florian, je peux te poser encore une question? Bah, vas-y. Il y aura un peu moins de monde. Pour les soutiens officiels, est-ce que ce qui concerne Anna, est-ce qu'il faut que je lui fasse une demande ou est-ce que je peux la mettre dans nos soutiens directs? Tu peux la mettre direct. Ok. Idem pour Yannick Jadot? On va avoir il va écrire un texte, je crois, Yannick. D'accord. Voilà, Anna aussi, hein. Donc j'attends d'elle qu'elle nous l'envoie, tu pourras l'utiliser. D'accord. Ok. On va faire un événement avec Anna en ligne. Je l'ai relancé là parce que ma peur est